Les cris résonnaient encore dans la tête de Julien comme des éclats de verre. « Sors d'ici. Tu n'es plus notre fils. » Ces mots, hurlés par son père dans le salon familial, avaient brisé quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne pourrait jamais recoller. Pourtant, ce soir-là, sous la pluie battante d'un automne glacé à Saint-Émilion, Julien, 25 ans, serrait son sac à dos contre lui, ses larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur son visage, et il jura qu'il ne se laisserait pas détruire. La petite ville, nichée dans les vignobles vallonnés du Bordelais, semblait endormie sous le ciel gris. Julien titubait dans les ruelles pavées, ses baskets trempées claquant contre les pierres. Il n'avait nulle part où aller. La maison de ses parents, un manoir ancien aux volets bleus, était à quelques mètres derrière lui, mais elle lui semblait aussi lointaine qu'un souvenir d'enfance. Tout ça parce qu'il avait osé dire la vérité. Parce qu'il avait aimé un homme, Étienne, et qu'il avait avoué à ses parents, pensant qu'il l'aimerait toujours, quoi qu'il arrive. Il s'était trompé. Il trouva refuge dans un café au coin de la place principale, le Vieux Clocher. La lumière chaude des lampes contrastait avec la froideur de la nuit. À l'intérieur, Camille, une amie d'enfance, essuyait le comptoir. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon désordonné, et ses yeux perçants captèrent immédiatement la détresse de Julien. « Mon Dieu, Julien, qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle, abandonnant son torchon pour le rejoindre. Il ne répondit pas tout de suite, incapable de trouver les mots. Elle le fit asseoir, lui glissa une tasse de café brûlant entre les mains et attendit. Camille, 28 ans, avait toujours été son roc, celle qui comprenait sans juger, celle qu'il avait soutenue quand il avait commencé à douter de lui-même à l'adolescence. « Ils m'ont mis dehors, Camille, » murmura-t-il enfin, la voix brisée. « Parce que je suis gai. Parce que j'aime Étienne. » Les mots étaient lourds, comme des pierres tombant dans un lac. Camille serra sa main, ses doigts chauds contrastant avec la froideur qui semblait avoir envahi tout le corps de Julien. « Tu vas t'en sortir, » dit-elle avec une conviction qui le surprit. « Tu es plus fort qu'eux. » Cette nuit-là, Julien dormit sur le canapé de Camille, dans son petit appartement au-dessus du café. Mais au fond de lui, une idée germait, une idée folle, presque insensée. Il ne partirait pas. Il ne fuirait pas Saint-Émilion. Il resterait, et il montrerait à ses parents qu'il n'avait pas besoin d'eux pour vivre. Il construirait sa propre maison, juste à côté de la leur. Une maison qui serait à lui, un symbole de sa résilience, de son refus de plier. Le lendemain matin, sous un ciel encore chargé de nuages, Julien se rendit à la mairie. Il connaissait un terrain vague à côté du manoir familial, un lopin de terre que personne n'avait réclamé depuis des années. Avec ses maigres économies, fruit de son travail comme graphiste freelance, il entreprit de l'acheter. L'employé de mairie, un homme bedonnant aux lunettes épaisses, le regarda avec curiosité. « Vous êtes sûr, jeune homme ? Ce terrain est juste à côté de chez vos parents. » Julien hocha la tête, le regard déterminé. « Oui, je suis sûr. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Julien n'avait jamais construit quoi que ce soit de ses mains, mais il apprit. Il passa des heures à regarder des tutoriels sur Internet, à consulter des artisans locaux, à dessiner des plans sur son vieux carnet. Camille l'aidait dès qu'elle le pouvait, abandonnant son service au café pour transporter des briques ou tenir une échelle. « Tu es complètement fou, tu le sais, ça ?» lui lançait-elle en riant, mais ses yeux brillaient d'admiration. Le terrain commença à prendre forme. Les fondations furent coulées sous un soleil timide de novembre. Chaque coup de marteau, chaque sac de ciment porté sur ses épaules était une revanche. Julien ne parlait plus à ses parents. Il les voyait parfois, de loin, à travers les fenêtres du manoir. Sa mère, Élise, élégante et distante, détournait le regard. Son père, Bernard, un homme aux épaules larges et à la voix tonitruante, l'ignorait complètement. Cela faisait mal, mais Julien transformait cette douleur en carburant. Un soir, alors qu'il vissait des planches pour le futur mur de sa maison, une silhouette apparut dans l'ombre. Étienne. Grand, les cheveux blonds en bataille, les yeux bleus comme le ciel d'été, il se tenait là, hésitant. Julien lâcha son marteau, le cœur battant. Étienne, 27 ans, était revenu de Bordeaux, où il étudiait l'architecture. Ils s'étaient séparés quelques mois plus tôt, incapables de gérer la distance et la pression des coming-out respectifs. Mais là, sous les étoiles, Étienne murmura « Je ne pouvais pas te laisser faire ça tout seul. » Julien sentit une chaleur envahir sa poitrine, un mélange de joie et de peur. Étienne s'approcha, posa une main sur son bras. « Laisse-moi t'aider, » dit-il. Et pour la première fois depuis des semaines, Julien sourit. Les jours devinrent des semaines, et la maison prenait forme. Mais les tensions montaient aussi. Les voisins chuchotaient, certains avec curiosité, d'autres avec mépris. Les parents de Julien, de leur côté, semblaient déterminés à l'ignorer,
Mais leur silence était plus pesant qu'une insulte. Un matin, alors que Julien et Étienne travaillaient côte à côte, une lettre glissa sous la porte du chantier. Une lettre anonyme, griffonnée à l'encre noire, « Dégage, PD ». Julien sentit son sang se glacer. Étienne, lui, serra les poings, prêt à en découdre. Mais Camille, toujours pragmatique, les ramena à la raison. « Ne leur donnez pas ce pouvoir, dit-elle. Continuez à construire. C'est votre réponse. » Et ils continuèrent. La maison, avec ses murs de pierre et son toit en ardoise, devenait plus qu'un abri. Elle était un manifeste, un cri de liberté. Mais au fond de lui, Julien savait que ce n'était que le début. Les fantômes du passé, la colère de ses parents, les murmures du village, tout cela pesait sur ses épaules. Et pourtant, avec Étienne à ses côtés, avec Camille comme ancre, il se sentait prêt à affronter n'importe quoi. La première partie de leur histoire, celle d'un jeune homme brisé mais déterminé, venait de s'écrire. Mais le chemin serait encore long, semé d'embûches, de révélations et, peut-être, de rédemption. L'hiver s'installa à Saint-Émilion, drapant les vignobles d'un voile de givre. Julien, emmitouflé dans un vieux manteau, continuait de travailler sur sa maison, ses mains rougies par le froid. Chaque pierre posée était un acte de défi, un pas de plus vers une liberté qu'il n'avait jamais vraiment connue. Étienne, désormais à ses côtés presque chaque jour, apportait une énergie nouvelle. Ses connaissances en architecture guidaient leurs efforts, transformant les esquisses maladroites de Julien en plans solides. Mais sous cette apparente harmonie, une tension grandissait, invisible mais palpable. Le village, d'ordinaire si paisible, bruissait de rumeurs. Les habitants, partagés entre curiosité et hostilité, observaient le chantier de loin. Certains, comme Madame Dubois, la boulangère septuagénaire, apportaient du pain frais à Julien et Étienne, un geste discret de soutien. D'autres, comme les frères Martin, deux gaillards connus pour leur franc-parler, lançaient des regards noirs et des commentaires acerbes. « On n'a pas besoin de ça ici », marmonna un jour l'aîné des Martin en passant près du terrain. Julien fit semblant de ne pas entendre, mais les mots s'enfoncèrent comme des aiguilles. Camille, toujours fidèle, tentait de désamorcer les tensions. Elle invitait Julien et Étienne à dîner dans son petit appartement, où ils partageaient des plats simples et des rires qui apaisaient, même temporairement, les blessures. Mais un soir, alors qu'ils dégustaient une soupe brûlante, Camille aborda un sujet délicat. « Julien, tu as pensé à ce qui se passera quand la maison sera finie ? Tu vas vraiment vivre à côté de tes parents, sans jamais leur parler ?» Julien posa sa cuillère, le regard perdu dans le vide. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Mais je ne peux pas leur pardonner. Pas après ce qu'ils m'ont fait. » Étienne, silencieux jusqu'alors, intervint. « Peut-être qu'un jour, ils comprendront. Peut-être qu'ils viendront vers toi. » Julien secoua la tête, un sourire amer aux lèvres. « Tu ne les connais pas. Mon père préférerait brûler sa maison plutôt que d'admettre qu'il a tort. » La construction avançait, mais les obstacles aussi. Une nuit, alors que la lune éclairait à peine le chantier, des vandales s'introduisirent sur le terrain. Ils renversèrent des piles de briques, taguèrent des insultes sur les murs à peine montés. Quand Julien découvrit le désastre au petit matin, il sentit une rage sourde monter en lui. Étienne, à ses côtés, ramassa une brique brisée et la serra si fort que ses jointures blanchirent. « On ne les laissera pas gagner, » dit-il, la voix tremblante mais résolue. Ils passèrent la journée à nettoyer, à réparer. Camille apporta de la peinture pour effacer les graffitis, et quelques voisins, touchés par leur détermination, vinrent prêter main forte. Parmi eux, Sophie, une lycéenne de 17 ans, française, timide mais curieuse, qui avait entendu parler de l'histoire de Julien. « Je trouve ça courageux, ce que vous faites, » murmura-t-elle en frottant un mur. Julien, surpris, lui adressa un sourire reconnaissant. Ces petits gestes, ces alliances inattendues, lui donnaient la force de continuer. Mais un événement allait tout bouleverser. Un après-midi, alors que Julien et Étienne fixaient des poutres, une voiture s'arrêta devant le terrain. Élise, la mère de Julien, en descendit. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, son manteau de laine impeccable. Elle s'approcha, les lèvres pincées, et tendit une enveloppe à Julien. « C'est de ton père, » dit-elle, évitant son regard. Puis elle tourna les talons et disparut. Julien ouvrit l'enveloppe, le cœur battant. À l'intérieur, une mise en demeure légale. Ses parents exigeaient qu'il arrête la construction, arguant que le terrain perturbait leur propriété. Étienne lut le document par-dessus son épaule, son visage s'assombrissant. « Ils ne peuvent pas faire ça, » murmura-t-il. « On va se battre. » Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas seulement une question de terrain. C'était une nouvelle tentative de ses parents pour l'effacer, pour nier son existence.
Camille, arrivée entre-temps, posa une main sur son épaule. « On va trouver un avocat, » dit-elle. « Tu n'es pas seul, Julien. » Ce soir-là, dans le silence du chantier, Julien, Étienne et Camille firent un pacte. Ils ne reculeraient pas. La maison deviendrait plus qu'un refuge. Elle serait un symbole, une preuve qu'on pouvait se relever, même après avoir été brisé. Mais au fond de lui, Julien savait que la bataille ne faisait que commencer. Les murs de pierre qu'il érigeait étaient solides, mais ceux qui séparaient son cœur de sa famille semblaient infranchissables. Le printemps arriva timidement à Saint-Émilion, les vignes se parant de jeunes pousses vertes. La maison de Julien prenait forme, les murs s'élevaient, robustes, et le toit commençait à dessiner une silhouette contre le ciel. Mais la mise en demeure de ses parents pesait comme une ombre. Julien, Étienne et Camille passaient leur soirée à éplucher des documents juridiques, aidés par Maître Leclerc, un avocat à la retraite que Camille avait convaincu de les défendre. « C'est une intimidation, rien de plus », assura Leclerc, ses lunettes glissant sur son nez. « Ils n'ont aucun droit sur ce terrain. » Pourtant, la menace pesait sur Julien. Chaque matin, il se réveillait avec une boule au ventre, se demandant si ses parents allaient frapper plus fort. Étienne, toujours optimiste, tentait de le rassurer. « On est dans notre droit, Julien. Et ta maison, elle est magnifique. » Il désignait les murs de pierre, les fenêtres qu'ils avaient posées ensemble. Mais Julien voyait autre chose dans ces murs, une barrière entre lui et son passé, une forteresse contre la douleur. Les tensions dans le village s'intensifiaient. Les frères Martin avaient formé un petit groupe de mécontents, murmurant que la maison de Julien défigurait Saint-Émilion. Lors d'une réunion à la mairie, l'aîné, Paul, prit la parole. « Ce garçon trouble l'ordre », lança-t-il, le visage rouge. Quelques habitants hochèrent la tête, mais d'autres, comme Madame Dubois et Sophie, prirent la défense de Julien. « Il a le droit de vivre comme il veut », déclara Sophie, sa voix tremblante mais ferme. Julien, présent dans la salle, sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Il n'était plus seul. Un soir, alors que Julien et Étienne peignaient les murs intérieurs, un bruit de verre brisé les fit sursauter. Une pierre avait traversé une fenêtre, atterrissant au milieu de la pièce. Attaché à la pierre, un mot « rentre chez toi ». Étienne jura, ramassant les éclats de verre. Julien, lui, resta figé, le cœur battant. « Chez moi, c'est ici », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Camille, alertée, arriva en trombe. Elle inspecta les dégâts, puis serra Julien dans ses bras. « On va installer des caméras », dit-elle. « Et on va trouver qui fait ça. » Étienne, toujours protecteur, proposa de passer les nuits sur le chantier. Julien refusa. « Je ne veux pas vivre dans la peur », dit-il. Mais au fond, il avait peur. Peur que cette maison, son rêve, ne devienne une prison. Un après-midi, alors qu'ils renforçaient les fondations, une nouvelle surprise les attendait. Une camionnette s'arrêta, et un groupe de jeunes du village en descendit, portant des outils et des matériaux. Sophie était à leur tête. « On veut t'aider », dit-elle simplement. Julien, ému, ne sut quoi répondre. Ces adolescents, à peine sortis de l'enfance, voyaient en lui un symbole de résistance. Ils travaillèrent toute la journée, riant, chantant, transformant le chantier en une fête improvisée. Mais la joie fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Maître Leclerc les convoqua. Les parents de Julien avaient déposé une nouvelle plainte, cette fois pour trouble à l'ordre public. L'avocat secoua la tête. « Il cherche à vous épuiser, » dit-il. « Mais on ne lâche rien. » Julien acquiesça, mais une fatigue profonde s'installait en lui. Construire cette maison était devenu une guerre, et il n'était pas sûr de pouvoir la gagner. Ce soir-là, Étienne le prit à part. Sous la lumière douce d'une lampe à pétrole, il murmura « Je t'aime, Julien. Peu importe ce qui arrive, je suis là. » Ces mots, simples mais sincères, furent comme une encre. Julien posa sa tête contre l'épaule d'Étienne, laissant enfin couler les larmes qu'il retenait depuis trop longtemps. La maison n'était pas seulement un bâtiment. C'était leur histoire, leur amour, leur combat. L'été enveloppa Saint-Émilion d'une chaleur douce, les vignes gorgées de soleil mûrissant sous un ciel azur. La maison de Julien était presque achevée, les murs étaient solides, le toit terminé, et les premières touches de décoration donnaient vie à l'intérieur. Mais la bataille juridique avec ses parents s'intensifiait. La plainte pour trouble à l'ordre public avait été rejetée, mais Bernard, le père de Julien, ne s'avouait pas vaincu. Il engagea un avocat parisien, un homme réputé pour son agressivité, et de nouvelles lettres menaçantes arrivèrent. Julien, Étienne et Camille passaient leur soirée à préparer leur défense. Maître Leclerc, bien que fatigué, restait un allié indéfectible. « Ils n'ont rien de concret »,
répétait-il. Mais ils ont de l'argent et du temps. Julien sentait la pression monter, mais il refusait de plier. Cette maison était sa réponse à tout, au rejet, à la haine, à la solitude. Le soutien du village, lui, grandissait. Sophie et ses amis avaient créé un groupe sur les réseaux sociaux, partageant des photos du chantier et l'histoire de Julien. Des habitants, touchés, apportaient des dons, des meubles, des plantes, des rideaux. Madame Dubois cuisina un énorme gâteau pour célébrer la pose des dernières tuiles. « Cette maison, c'est la vôtre », dit-elle à Julien, les yeux brillants. « Et elle est magnifique. » Mais les actes de vandalisme continuaient. Une nuit, des pneus de la camionnette d'Étienne furent crevés. Une autre fois, des outils disparurent. Julien installa des caméras, comme Camille l'avait suggéré, et captura des images floues des frères Martin rôdant près du chantier. Confrontés, ils nièrent tout en bloc, mais les regards qu'ils lançaient à Julien étaient pleins de venin. Un matin, alors que Julien peignait la façade, il aperçut sa mère, Élise, de l'autre côté de la haie qui séparait leurs propriétés. Elle jardinait, ses gestes précis mais mécaniques. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Julien crut voir une lueur de regret dans ses yeux, mais elle détourna la tête et rentra dans le manoir. Ce moment, fugace, le hanta toute la journée. Était-elle en train de changer? Ou était-ce son imagination, nourrie par l'espoir d'un pardon qu'il n'osait plus attendre? Étienne, toujours à l'écoute, remarqua son trouble. « Tu veux lui parler ?» demanda-t-il un soir, alors qu'il partageait une bouteille de vin sur le perron inachevé. Julien secoua la tête. « Elle a choisi son camp, » répondit-il, la voix rauque. Mais au fond, il n'en était pas si sûr. Un événement inattendu changea la donne. Lors d'une fête du village, organisée pour célébrer la récolte, Sophie invita Julien et Étienne à se joindre à la danse. Hésitants, ils acceptèrent. Sous les guirlandes lumineuses, ils dansèrent, main dans la main, sous les regards curieux mais de plus en plus bienveillants des habitants. Pour la première fois, Julien se sentit accepté, non pas comme un paria, mais comme un membre de cette communauté. Mais la paix fut brève. Quelques jours plus tard, une convocation arriva. Une audience au tribunal pour examiner les plaintes des parents de Julien. Maître Leclerc les prépara minutieusement, mais Julien sentait le poids du regard de son père, même à distance. La nuit précédant l'audience, il ne dormit pas, hanté par les souvenirs de son enfance, des moments heureux où sa famille semblait unie. Étienne resta à ses côtés, le serrant dans ses bras, lui murmurant des mots d'amour et de courage. Le jour de l'audience, Julien entra dans la salle, le cœur battant. Ses parents étaient là, assis de l'autre côté, évitant son regard. L'avocat parisien, un homme au costume impeccable, présenta ses arguments avec froideur. Mais Maître Leclerc, avec sa simplicité et sa passion, défendit Julien avec une force inattendue. « Ce jeune homme ne fait que construire sa vie, » déclara-t-il. « Il ne nuit à personne. Il ne demande qu'à exister. » Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, écouta attentivement. Julien, en la regardant, sentit une lueur d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que la justice, sinon sa famille, lui donnerait raison. L'audience au tribunal marqua un tournant. Le juge rejeta les plaintes des parents de Julien, déclarant que leur démarche était infondée et motivée par des considérations personnelles. Julien, en entendant le verdict, sentit une vague de soulagement l'envahir. Étienne serra sa main sous la table, et Camille, assise derrière eux, laissa échapper un soupir de victoire. Mais en croisant le regard de son père, Bernard, Julien ne vit que de la colère. Élise, elle, baissa les yeux, comme si elle portait le poids d'un secret. De retour à Saint-Émilion, Julien plongea dans les dernières étapes de la construction. La maison était presque prête. Les murs intérieurs étaient peints, les sols posés, et une petite terrasse prenait forme à l'arrière. Sophie et ses amis venaient régulièrement, apportant des touches de couleur avec des plantes et des décorations. Le chantier, autrefois un champ de bataille, devenait un lieu de vie, un foyer. Mais les blessures du passé ne guérissaient pas si facilement. Une nuit, alors que Julien et Étienne dormaient dans la maison presque finie, un bruit les réveilla. Des flammes léchaient le mur extérieur, près de la terrasse. Quelqu'un avait tenté de mettre le feu. Étienne attrapa un extincteur, et ils éteignirent les flammes avant qu'elles ne se propagent. Les caméras avaient capturé une silhouette, mais l'image était trop sombre pour identifier le coupable. Julien, tremblant, sentit la peur céder la place à une colère froide. « Ils ne m'arrêteront pas », murmura-t-il. Camille, arrivée en urgence, insista pour alerter la police. Une enquête fut ouverte, et les soupçons se portèrent sur les frères Martin. Confrontés, ils nièrent, mais leur attitude défensive ne convainquit personne. Le village,
désormais majoritairement du côté de Julien, se mobilisa. Des habitants proposèrent de monter la garde, d'autres lancèrent une collecte pour réparer les dégâts. Julien, touché par cet élan, sentit pour la première fois qu'il appartenait à cet endroit. Un soir, alors qu'il plantait des rosiers sur la terrasse avec Étienne, une lettre arriva, glissée sous la porte. Cette fois, elle n'était pas anonyme. C'était l'écriture d'Élise. « Julien, » commençait-elle, « je ne sais pas comment te dire ça. Je t'ai vu grandir, je t'ai aimé, et je t'aime encore. Mais je n'ai pas su te protéger. » Les mots, maladroits mais sincères, firent trembler Julien. Il relut la lettre encore et encore, cherchant un sens à ce geste. Était-ce une tentative de réconciliation ou une façon de soulager sa propre culpabilité? Étienne, en lisant par-dessus son épaule, murmura « Peut-être qu'elle essaie, Julien. Peut-être qu'elle a besoin de temps. » Mais Julien n'était pas prêt. Pas encore. Il rangea la lettre dans une boîte, avec les souvenirs qu'il ne pouvait ni chérir ni jeter. Les semaines passèrent, et la maison fut enfin terminée. Lors d'une soirée d'inauguration, Julien invita les habitants qu'il avait soutenus. Madame Dubois apporta son célèbre gâteau, Sophie et ses amis décorèrent la terrasse avec des guirlandes, et Camille versa du vin dans des verres en plastique. Sous les étoiles, Julien prit la parole, la voix tremblante. « Cette maison, c'est plus qu'un toit. C'est ma liberté. Merci de m'avoir aidé à la construire. » Mais au milieu des rires et des chansons, Julien aperçut une silhouette au loin, près du manoir. C'était Élise, seule, observant la fête de loin. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Julien ne détourna pas les yeux. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais il sentit quelque chose bouger en lui, comme une fissure dans un mur qu'il avait cru indestructible. L'automne revint à Saint-Émilion, peignant les vignes de rouge et d'or. La maison de Julien était désormais un foyer, meublé avec simplicité mais rempli de chaleur. Lui et Étienne y vivaient ensemble, partageant des matins tranquilles et des soirées à parler de l'avenir. Mais la lettre d'Élise continuait de hanter Julien. Il la relisait parfois, seul, cherchant des réponses qu'elle ne contenait pas. Le village, lui, avait changé. Les actes de vandalisme avaient cessé, et les frères Martin, sous la pression de la communauté, s'étaient calmés. Sophie, désormais une habituée, venait souvent avec des livres ou des idées de décoration. Elle confia un jour à Julien qu'elle aussi se posait des questions sur son identité. « Voir ce que tu as fait, ça me donne du courage, » dit-elle. Julien, ému, réalisa que sa maison était devenue plus qu'un refuge personnel. Elle inspirait d'autres à être eux-mêmes. Mais la paix était fragile. Un matin, alors que Julien arrosait ses rosiers, Bernard apparut à la lisière du terrain. C'était la première fois qu'il s'approchait depuis le début du chantier. Son visage, marqué par les années, était fermé, mais ses yeux trahissaient une hésitation. « Julien, » dit-il d'une voix rauque, « il faut qu'on parle. » Julien sentit son cœur s'accélérer. Il voulait crier, l'insulter, lui dire tout le mal qu'il lui avait fait. Mais il se contenta de hocher la tête. Ils s'assirent sur la terrasse, dans un silence pesant. Bernard parla le premier. « Ta mère, elle ne va pas bien. Elle parle de toi tout le temps. » Julien serra les poings. « Et toi ?» demanda-t-il. Bernard baissa les yeux. « Je ne sais pas comment faire, » admit-il. « Je ne comprends pas tout ça. » Ce n'était pas une excuse, pas une réconciliation. Mais c'était la première fissure dans l'armure de Bernard. Julien, partagé entre colère et espoir, répondit simplement « Je ne te demande pas de comprendre. Je te demande de m'accepter. » Bernard ne répondit pas. Il se leva et partit, laissant Julien seul avec ses pensées. Étienne, en apprenant la conversation, serra Julien dans ses bras. « Tu as été courageux, » murmura-t-il. Mais Julien ne se sentait pas courageux. Il se sentait vulnérable, comme si le mur qu'il avait construit autour de son cœur s'effritait. Camille, toujours pragmatique, proposa une idée. « Et si tu écrivais à ta mère ?» suggéra-t-elle. « Pas pour pardonner, mais pour dire ce que tu ressens. » Julien hésita, mais il finit par prendre un stylo. Sa lettre, longue et sincère, racontait sa douleur, sa fierté, son amour pour Étienne, sa vie nouvelle. Il la glissa sous la porte du manoir, le cœur battant. Quelques jours plus tard, Élise répondit. Sa lettre, plus longue que la précédente, était un mélange de regrets et de souvenirs. Elle parlait de l'enfant qu'il avait été, de son propre silence face à la colère de Bernard, de son désir de renouer. « Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, » écrivait-elle. « Mais je veux essayer. » Julien lut la lettre, les larmes aux yeux. Il ne savait pas s'il était prêt à pardonner, mais il sentait que quelque chose changeait. La maison, désormais achevée,
n'était plus seulement un acte de défi. Elle était un pont, fragile mais réel, vers un avenir où, peut-être, il pourrait trouver la paix. L'hiver revint, plus doux cette fois, comme si le froid s'adoucissait pour laisser place à une nouvelle saison. Julien et Étienne s'étaient installés dans leur maison, leur routine rythmée par les petits bonheurs du quotidien. Des cafés partagés, des promenades dans les vignes, des soirées à planifier leur avenir. Mais la lettre d'Élise et la visite de Bernard avaient rouvert des blessures que Julien croyait cicatrisées. Il décida de répondre à sa mère, mais pas tout de suite. Il avait besoin de temps. Avec Camille, il organisa une exposition dans la maison, invitant le village à découvrir leur travail. Les murs, ornés de ses dessins et des plans architecturaux d'Étienne, racontaient leur histoire. Les habitants vinrent nombreux, impressionnés par la transformation du terrain vague en un foyer vibrant. Sophie, désormais confiante, présenta un poème qu'elle avait écrit sur le courage d'être soi. Les applaudissements résonnèrent, et Julien sentit une fierté nouvelle. Mais un soir, alors que la neige tombait doucement, Élise frappa à leur porte. Julien, surpris, hésita avant d'ouvrir. Elle se tenait là, emmitouflée dans un manteau, les yeux rougis. « Je ne pouvais plus attendre, » dit-elle. « Je veux te parler, Julien. Vraiment. » Étienne, discret, s'éclipsa pour leur laisser de l'espace. La conversation fut longue, douloureuse, mais nécessaire. Élise avoua sa lâcheté, son incapacité à s'opposer à Bernard. « J'avais peur de le perdre, » murmura-t-elle. « Et en faisant ça, je t'ai perdu, toi. » Julien, les larmes aux yeux, raconta sa douleur, son sentiment d'abandon. Pour la première fois, ils se parlèrent sans barrière, sans colère. Ce n'était pas un pardon total, mais c'était un début. Bernard, lui, restait distant. Julien apprit par Élise qu'il luttait avec ses propres démons, incapable d'accepter ce qu'il ne comprenait pas. Mais un jour, alors que Julien jardinait, Bernard s'approcha à nouveau. « Ta maison, elle est belle, » dit-il, maladroit. Julien hocha la tête, attendant la suite. « Je ne sais pas si je peux changer, » ajouta Bernard. « Mais je ne veux pas te perdre complètement. » Ces mots, simples mais lourds, restèrent en suspens. Julien ne répondit pas, mais il sentit une fissure de plus dans le mur qui les séparait. Il savait que la réconciliation, si elle devait arriver, prendrait du temps. Le village, lui, avait adopté Julien et Étienne. Les frères Martin, isolés par leur comportement, avaient quitté Saint-Émilion. La maison de Julien devint un lieu de rassemblement, un symbole d'espoir pour ceux qui se sentaient rejetés. Sophie, désormais ouverte sur sa propre identité queer, y organisait des réunions pour les jeunes du village. Julien, en regardant sa maison, comprit qu'elle était plus qu'un bâtiment. Elle était une preuve qu'on pouvait construire sa vie, même après avoir été brisé. Et avec Étienne à ses côtés, il savait qu'il pouvait affronter n'importe quoi. Le printemps revint, ramenant avec lui la douceur des bourgeons et la promesse de renouveau. La maison de Julien et Étienne était désormais un foyer à part entière, un lieu où les rires et les souvenirs s'accumulaient. Les rosiers de la terrasse fleurissaient, leurs pétales roses contrastant avec la pierre brute des murs. Mais pour Julien, la véritable transformation se jouait ailleurs, dans son cœur. Élise venait désormais régulièrement. Leurs conversations, d'abord hésitantes, devinrent plus fluides. Elle apportait des confitures maison, des photos de l'enfance de Julien, des morceaux de leur passé qu'elle tentait de recoller. Bernard, lui, restait en retrait, mais il ne s'opposait plus. Un matin, il laissa un panier de légumes de son jardin devant la porte de Julien, sans un mot. Ce geste, si petit soit-il, était un pas. Julien et Étienne, eux, planifiaient leur avenir. Étienne parlait de créer un cabinet d'architecture à Saint-Émilion, tandis que Julien développait son activité de graphiste, travaillant pour des clients à Bordeaux et au-delà. Camille, toujours leur rock, envisageait d'acheter le café où elle travaillait, avec leur soutien. Sophie, quant à elle, était devenue une figure locale, organisant des événements pour promouvoir l'acceptation et la diversité. Un soir, lors d'une fête dans leur maison, Julien prit la parole. Sous les guirlandes lumineuses, entouré de ceux qui l'avaient soutenu, il raconta son histoire. « J'ai cru que je n'avais plus de famille, » dit-il, la voix tremblante. « Mais j'ai trouvé une nouvelle famille, ici, avec vous. » Les applaudissements fusèrent, et Étienne l'embrassa, sous les regards émus des invités. Plus tard, alors que la fête s'éteignait, Julien aperçut ses parents, de l'autre côté de la haie. Élise tenait la main de Bernard, et pour la première fois, ils ne détournèrent pas le regard. Julien leur fit un signe de tête, un geste simple mais chargé de sens. Ils ne parlèrent pas, mais ce silence n'était plus hostile. C'était un silence d'attente, d'espoir. La maison, bâtie avec tant de douleur et de courage,
était devenue un symbole. Pas seulement pour Julien, mais pour tous ceux qui cherchaient leur place dans le monde. Elle prouvait qu'on pouvait construire non seulement des murs, mais une vie, un amour, une communauté. Et même si Julien ne parlait plus à ses parents, il savait qu'un jour, peut-être, il trouverait les mots. Sous les étoiles de Saint-Émilion, Julien serra la main d'Étienne. Il était chez lui, enfin.